On se retrouve pour la suite du cours sur les coûts complets par la méthode des centres d'analyse. Dans cette vidéo, je vais aborder la prise en compte des produits résiduels et des sous-produits. Il s'agit de la 5e partie de ce cours sur les coûts complets. Pour comprendre cette notion de produits résiduels et de sous-produits, je vous propose de me placer dans le cadre d'une entreprise dont je vous ai dressé ici le processus de production. Comme vous le voyez, cette entreprise achète des planches de sapin qu'elle stocke. Ces planches de sapin sont ensuite découpées dans un atelier découpe. Il en ressort deux types de produits finis, donc des décorations de Noël justement en forme de sapin et des décorations de Noël en forme de petits bonhommes qui sont ensuite vendus sur le marché. Ce processus de production est particulièrement simple. Mais en fait, si on étudie de plus près ce processus, il apparaît que lors de la découpe des planches de sapin, se crée un ensemble de déchets, en l'occurrence des sciures de bois et des copeaux de bois, et donc se pose le problème de savoir ce que l'on fait de ces déchets. Alors concrètement, vous allez dire, un déchet, ça se jette. Eh bien non, pas toujours. Un déchet peut parfois être valorisé. En l'occurrence, la sciure de bois et les copeaux de bois peuvent parfois servir à faire du combustible, peuvent permettre éventuellement de couvrir certains parterres de fleurs pour empêcher l'humidité de ressortir, peuvent parfois être compressés pour faire ce qu'on appelle du bois mélaminé, ce qui veut dire que les déchets de l'entreprise peuvent parfois être valorisés. En l'occurrence ici, je considère que l'entreprise peut vendre ces déchets, dans la mesure où cela peut intéresser des entreprises qui s'en servent de matière première. On notera donc que le processus de fabrication des produits principaux de l'entreprise peut générer ce qu'on appelle des produits résiduels ou des sous-produits. Ces éléments peuvent engendrer soit des coûts de traitement, parce que des fois ce sont des déchets qui ne sont pas valorisables, et dans ce cas-là ça va coûter de l'argent aux entreprises pour se débarrasser de ces déchets, mais parfois ces déchets peuvent être vendus et donc valorisés. Cela n'est donc pas sans conséquence sur l'évaluation des coûts réalisés par l'entreprise. Et l'objectif de cette partie est de voir justement comment cela va impacter le coût de production, dans le bon sens parfois ou dans le mauvais sens. On commence d'abord par la notion de produits résiduels. Les produits résiduels, je vous ai évoqué ici les copeaux de bois ou les sciures de bois, il y a en fait deux types de produits résiduels, ce qu'on appelle les déchets et les rebuts. Quelle différence entre un déchet et un rebut ? Eh bien, un déchet, c'est un résidu de matière, un résidu c'est un reste, qui est issu de la fabrication. Donc ça peut être des sciures de bois, des copeaux de métal, des chutes de tissu. Leur apparition est en fait inévitable puisque liée au processus de production. En effet, lorsque vous découpez des t-shirts dans des longs rouleaux de tissu, eh bien, vous n'utilisez pas 100% du tissu, il y a toujours des chutes de tissu qui sont inévitables. À la différence, les rebuts sont des produits semi-finis ou finis qui ne répondent pas aux normes de qualité requises par l'entreprise. Ce sont souvent des pièces qui sont cassées ou qui ont une dimension qui n'est pas conforme à ce que demandait le cahier des charges de l'entreprise. Leur existence provient donc de dysfonctionnements dans le processus de production. Alors vous allez me dire, les rebuts, puisque ce sont des produits qui sont cassés, on va peut-être pas pouvoir s'en servir, on va peut-être pas pouvoir les valoriser. Eh bien, détrompez-vous. Ici, je vous ai mis un exemple avec des briques. Donc dans les fabriques de briques, eh bien vous avez parfois des briques qui répondent aux normes de qualité le plus souvent, et puis certaines briques qui se fêlent ou qui se cassent à l'issue du processus de fabrication. Eh bien ces briques, qui sont des éléments qui sont cassés, eh bien vont quand même pouvoir être valorisées par les entreprises. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces briques cassées ? Eh bien, c'est moi qui vous pose la question. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des briques que l'on va réduire en poussière et qui vont devenir comme une poussière rouge ? Il faut penser un petit peu à vos cours de sport. Peut-être que vous n'avez jamais eu l'occasion de jouer sur ce type de terrain. En l'occurrence, il faut penser à Roland-Garros. Et c'est avec les briques cassées que l'on va pouvoir faire la terre battue. Donc vous voyez comme un produit qui n'est pas de qualité au départ pour une entreprise peut ensuite être revalorisé, revendu à une entreprise qui va fabriquer la terre battue. Donc vous l'avez compris, que ce soit les déchets ou les rebuts, il y a des déchets ou des rebuts qui sont inutilisables et sans valeur, et donc du coup il va falloir s'en débarrasser, et les entreprises ne peuvent pas jeter comme nous on jette à la poubelle, les déchets, en fait, tous les déchets qu'elles déposent doivent faire l'objet d'un paiement, puisqu'il y a derrière en fait une prise en charge de ces déchets. Et donc le coût de la destruction des déchets doit alors être ajouté au coût de production, donc ça va correspondre à une charge complémentaire pour l'entreprise.
Si à l'inverse ces déchets ou ces rebuts sont commercialisables ou recyclables, alors eh bien, ça va nous permettre de récupérer un petit peu d'argent, et eh bien le produit de cette vente va venir diminuer le coût de production principal. Donc voilà pour la petite illustration avec le terrain de terre battue de Roland-Garros. Donc il s'agit, pour la petite histoire, des Briqueteries du Nord qui fabriquent la terre battue des terrains de Roland-Garros. Vous aurez au moins appris un truc aujourd'hui. On continue avec les autres éléments qui peuvent être générés par le processus de fabrication. Il s'agit de ce qu'on appelle des sous-produits. Alors qu'est-ce que c'est qu'un sous-produit? C'est un produit en fait qui est secondaire, qui est obtenu au cours de la fabrication du produit principal, mais à la différence des déchets ou des rebuts, il représente une valeur qui est quand même assez conséquente. Et donc il peut être utilisé soit au sein de l'entreprise, soit être écoulé à l'extérieur, qui prendra en charge la finition de ce produit fini. Donc à la différence des produits résiduels, il représente une valeur marchande non négligeable. Alors bien évidemment, vous avez besoin d'illustrations. Donc si vous êtes végétarien, vous fermez les yeux pour les prochaines secondes. Donc on va prendre l'exemple d'un abattoir. Dans un abattoir, donc l'idée c'est de fabriquer des morceaux de viande, d'extraire les morceaux de viande pour pouvoir les valoriser et les vendre aux consommateurs. Mais en fait, vous avez d'autres produits secondaires qui vont être extraits de ce processus. En l'occurrence, pour extraire la viande, eh bien, vous devez d'abord enlever la peau de l'animal. Cette peau peut être valorisée sous forme de cuir. Vous allez également enlever tous les abats qui correspondent à la boucherie, parce que les abats ne sont pas trop valorisés au niveau du processus, ça ne correspond pas véritablement à de la viande de première qualité. Donc les abats sont souvent mis à part, parfois pour l'alimentation animale. Et puis, alors je vais pas trop dans le détail, mais il y a pas mal de productions secondaires qui peuvent être issues de cet abattoir. Dans un autre ordre d'idée pour les végétariens cette fois-ci, pour la fabrication de l'huile d'olive, eh bien quand vous avez vos olives, vous allez faire une première pression qui vous donne de l'huile d'olive extra vierge, donc première pression à froid, ce qui va vous donner votre produit principal. Et ensuite, en fait, quand vous repressez encore les noyaux qui restent, eh bien vous obtenez une huile d'olive de moins bonne qualité, donc qui peut correspondre à un produit secondaire. Comment est-ce qu'on fait pour valoriser ces sous-produits? Alors, c'est assez difficile de distinguer les charges qui sont liées au produit principal et les charges qui sont liées aux sous-produits, dans la mesure où c'est difficilement séparable de l'ensemble des charges de production. Donc, il est souvent nécessaire d'avoir recours à des méthodes de calcul qui sont plus ou moins arbitraires, avec une évaluation forfaitaire en fonction du prix de vente, ou par la méthode du coût unitaire moyen, ou par la méthode de rendement, ou par la méthode du prix de marché. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque je ne souhaite pas voir ces méthodes cette année. Sachez quand même ce qu'est un sous-produit, en l'occurrence un produit secondaire issu du processus de fabrication. Nous, on se limitera à la prise en compte des produits résiduels, et c'est ce sur quoi vous pouvez être évalué, en l'occurrence pour les contrôles. On met tout de suite cette notion en application avec la société Chimix qui fabrique un produit P1 à partir d'une matière M1. La fabrication est réalisée dans un atelier spécialisé qui s'appelle l'atelier 1 et le processus de production génère deux types de déchets. Le déchet D1 qui est inutilisable, il représente 5% du poids des matières consommées. Son enlèvement par une société extérieure entraîne un coût de 2 € par kilo. Le déchet D2 qui représente 15% du poids des matières consommées et est commercialisable après un traitement spécifique dans un autre atelier. Le prix de vente d'un kilo de D2 est de 3 € et le coût de traitement s'élève à 1,20 € par kilo. Vous disposez également des données suivantes pour le mois de mars, le montant des consommations de matières premières, le montant des heures de main-d'œuvre directe consommées par l'atelier 1, le montant des charges indirectes de l'atelier 1, la valeur de l'encours au 1er mars, qui correspond en fait à la valeur de l'encours initial, l'encours au 31 mars qui correspond à la valeur de l'encours final, et la quantité de produits achevés au cours de la période. En l'occurrence, 1000 produits P1. Vous allez devoir calculer le coût de production des produits P1 achevés pendant la période. Donc il s'agit à la fois de mixer ce que l'on a appris sur la valorisation des encours et également sur la valorisation des produits résiduels. On va commencer tout de suite par mettre en application ce qu'on a appris sur les encours. Pour avoir le coût de production des produits achevés d'une période, il convient de prendre en compte les charges de production de la période, plus la valeur de l'encours initial, moins la valeur de l'encours final.
Du coup, ce que je vous propose, c'est de marquer tout de suite la valeur de l'encours initial et la valeur de l'encours final. Donc, je les ai mis en haut et en bas, on aurait tout aussi bien pu, évidemment, utiliser les deux premières lignes. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ensuite, on va prendre en compte les charges qui vous sont données, donc les consommations de matières premières, la main-d'œuvre directe, les charges indirectes, pour calculer les charges de production de la période. Donc pour les matières premières consommées, on vous dit qu'il y a 2500 kg de matières premières qui ont été consommées à 6 €, donc on fait simplement 2500 x 6. Pour la main-d'œuvre directe, 400 heures à 30 € de l'heure. Et pour les charges indirectes de l'atelier 1, 1600 unités d'œuvre à 1,50 € par unité d'œuvre. Du coup, c'est assez simple, hein, vous vous contentez de recopier les données du contexte et de multiplier la quantité par le coût unitaire. Ensuite, on va continuer avec la prise en compte des déchets. En ce qui concerne le déchet D1, on vous dit qu'il est inutilisable. Il représente 5% du poids des matières consommées, et donc ça va vous coûter de l'argent d'enlever ce déchet. C'est pour ça qu'ici, il va falloir calculer le coût d'enlèvement de ce déchet qui va alourdir le coût de production des produits P1 achevés. Pour calculer le coût de production de ce déchet, on lit l'information. Il représente en quantité 5% du poids des matières consommées. Combien est-ce qu'on a consommé de matière? Alors, on va chercher les matières premières consommées. Elles sont ici, et on en a consommé 2500 kg. Sur ces 2500 kg, on a créé 5% de 2500 kg de déchets. Chaque kilo de déchets entraîne un coût de 2 € par kilo. Ce qui nous donne 125 kg multiplié par 2, soit un coût d'enlèvement du déchet D1 de 250 kg. On fait la même chose avec le déchet D2. Pour le déchet D2, il représente 15% du poids des matières consommées. Donc pareil, on surligne comme tout à l'heure, on va faire 15% des 2500 kg qu'on avait ici. Et il est commercialisable après un traitement spécifique dans un autre atelier. Vous allez pouvoir vendre chaque kilo de déchet 3 €, mais avant de pouvoir vendre ce déchet, vous êtes obligé de traiter le déchet et ça vous coûte 1,20 € par kilo. On va donc faire apparaître le coût du traitement du déchet qui va alourdir le coût de production des produits P1 achevés et on va enlever le produit de la vente du déchet D2. On fait 15% des 2500, ça nous donne 375 kg. Donc 375 kg à 1,20 €, ça c'est ce que ça nous coûte pour le traiter. Par contre, on va récupérer 3 € à chaque kilo vendu. Donc on enlèvera 1125 € au coût de production des produits P1 achevés. On n'a plus qu'à additionner tous nos montants. Donc on va additionner tous les éléments que l'on a ici, ce qui nous donne 29 475 € que l'on rapporte à 1000 produits achevés, soit un coût de production unitaire de 29 475 €. Pour terminer ce chapitre, je vous invite à visionner la dernière vidéo qui présente l'intérêt et les limites de la méthode des centres d'analyse. Cela vous permettra de prendre un petit peu de recul sur cette première méthode de calcul de coût que l'on étudie ensemble, qui est une méthode dite de coût complet. A tout de suite.